Universel, bienvenue dans le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, le verdict des urnes aux élections de représentativité des syndicats de l'enseignement et de la formation professionnelle. Le QCEMS-A de Dambodj rejoint les 7 organisations qui vont représenter le secteur de l'éducation aux négociations avec le gouvernement. Réaction dans ce journal. Révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle de 2024 à Sédhiou. Une organisation locale s'engage pour une mobilisation et une inscription massive des jeunes sur les listes. Nous reviendrons sur l'accord signé il y a quelques jours entre l'État du Sénégal et la faction MFDC de Djakaï. Accord bien accueilli par la population, mais des questions subsistent, notamment celle de l'après-désarmement. Acquisition de 6 photos de Serigne Touba, un patrimoine enfoui qui retourne entre les mains du Sénégal, des photos qui peuvent changer l'histoire. Vous comprendrez tout à l'heure avec Anna Rocha. Et puis à la fin de cette édition, point de vue avec nos 2 intervenants du jour. Nous parlerons football au lendemain du sacre des U20 et après les victoires des équipes nationales de football ces derniers mois. Comment maintenir le Sénégal au sommet du football africain? À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Pour l'instant, ce sont des résultats provisoires, mais les élections de représentativité syndicale viennent de rendre leur verdict dans le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Après une semaine de scrutin en ligne, les organisations qui vont représenter le secteur de l'éducation en négociation avec le gouvernement ont été désignées par les votants. Et l'une des principales informations, c'est l'entrée dans le collège des 7 syndicats du QCEMS-A de Dambodj et la sortie du CELS-A. Plus de détails avec notre reporter sur place. Boubacar Dieng, vous êtes en direct, bonjour. Bonjour Souleymane. Quelles sont les autres informations issues du dépouillement des résultats ce matin? Et pour les autres informations, il faut tenir d'abord que pour le corps les corps de contrôle, il y a le SIENS qui vient en tête avec 580 voix, qui soit un taux de 92,21%. Et concernant l'élémentaire, il y a 2 syndicats qui sont les plus représentatifs à l'issue de ces votes. C'est d'abord le CELS qui a 9660 voix et l'UDEN qui a 5597 voix. Et concernant le moyen secondaire également, il y a 2 syndicats qui sont, ou plutôt 3, qui sont les plus représentatifs et c'est le SAEMS, comme vous l'avez dit, avec 34,58% des votes suivis du QCEMS qui a 25,65% et le QCEMS-A qui a 18,51% des votes. Donc ça veut dire que Souleymane, ce sont ces 7 syndicats-là qui seront autour de la table lors des négociations avec le gouvernement parce qu'ils sont sortis les plus représentatifs à l'issue de ces votes qui viennent d'être livrés tout à l'heure. Merci Boubacar Dieng. Toujours au sujet de ces élections de représentativité, le CELS arrive encore en tête avec plus de 10% des suffrages exprimés. Le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal se félicite de la confiance portée sur le CELS. Hamidou Diédhiou promet de s'attaquer très rapidement à la question des enseignants décisionnaires. Hamidou Diédhiou avec Mohamed Ali Mouba. Mais satisfaction liée également à la forte mobilisation des enseignants. On regarde des contraintes liées justement à ce nouveau type de vote. Malgré tout, les enseignants se sont mobilisés fortement à aller voter. Il est vrai que beaucoup sont restés. Il y a plus de 20 000 enseignants qui n'ont pas voté, ce qui est tout à fait dommage. Mais également une satisfaction relativement au message qui est lancé. Un vote massif pour un syndicat, c'est un message qui est lancé qu'il faut décrypter. Le message, c'est que les enseignants font confiance au CELS pour porter les préoccupations qu'ils rencontrent au quotidien. Mais le message, c'est également les enseignants font confiance au CELS pour porter les difficultés que rencontre l'école sénégalaise. Et pour ces difficultés que rencontre l'école sénégalaise, mais également les difficultés et préoccupations que vivent les enseignants, le CELS se repositionne et prend l'engagement devant les enseignants de continuer à porter. Nous avons tourné d'ailleurs la page des élections. Fini ces élections, nous faisons cap vers l'avenir. En faisant cap, nous nous approprions davantage et à nouveau des préoccupations que rencontrent les enseignants, et parmi lesquelles la question des enseignants décisionnaires. Relativement à ces préoccupations, à la question des enseignants décisionnaires, à la question des arrêtés d'admission définitive, mais également aux 5 000 enseignants, notre syndicat se positionne
et lance un appel vibrant en tendant la main à tous les enseignants et à tous les syndicats. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mais reprendre la rue et demander au gouvernement d'apporter solution aux préoccupations de cette lancinante problématique des enseignants décisionnaires. Nous sommes en direct avec Dame Mbodj, le secrétaire général du CUSEMS-A. Je vous le disais dans les titres, le CUSEMS-A qui fait son entrée dans le groupe des syndicats qui vont donc représenter le secteur de l'éducation aux négociations avec le gouvernement. Dame Mbodj, bonjour. Bonjour Souleymane. J'imagine que vous êtes heureux de cette performance de votre organisation syndicale. À votre tour, on va vous demander qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous allez faire face au gouvernement et à quoi attribuez-vous votre victoire? Voilà, merci Souleymane. D'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, de remercier également tous les enseignants et toutes les enseignantes qui se sont mobilisés sans me voir parce que j'avais pas de moyens, j'étais stigmatisé, j'avais pas de permanent. Mes concurrents avaient plus de 15 permanents sur le terrain. Moi, j'étais le seul permanent de mon syndicat. Mais avec la posture que j'avais pendant ces 6 dernières années où j'étais absent de la table de négociation, j'ai pu vraiment montrer aux enseignants ma capacité à les défendre avec ma manière de voir le syndicalisme qui tranche totalement de ce que nous connaissons au Sénégal, parce que le syndicalisme ne doit pas faire du corporatisme. Donc c'est ça que j'ai dit aux enseignants et j'ai battu campagne dans les régions que j'ai pu visiter. Pour beaucoup de régions, j'ai pas eu les moyens d'y aller, mais je leur ai dit que moi, le syndicalisme que je fais, c'est que l'école n'est pas un maillon isolé de la société. Je ne peux pas être dans un pays où on bâillonne les libertés, où l'état de droit est menacé, où la démocratie est menacée, et les enseignants ont adhéré à mon discours et m'ont dit qu'on est en phase avec vous, le camarade secrétaire général, et nous allons voter pour vous. Je leur avais dit que pendant 6 ans, j'étais sur le banc de touche. Mais justement, et vous étiez sur le banc de... Aujourd'hui, je suis classé, je suis partant, et je pense que si on cumule les deux collèges, je suis à 28%. Donc, je pense que aujourd'hui, ce que je vais faire, moi, en tout cas, c'est de lancer un appel à l'unité de tous les enseignants, même ceux qui ont 1% ou 2%. Je souhaite que tous les syndicats soient appelés et qu'on fasse bloc devant le gouvernement pour défendre correctement les enseignants. Mais moi, je ne suis pas dans le sectarisme et dans la division. J'appelle tous mes camarades, ceux qui ont eu 10% et ceux qui n'ont pas pu franchir le seuil de 10%, la représentativité, donc de se réunir le plus rapidement possible et d'aller dans le sens d'éradiquer complètement le statut des décisionnaires, le reversement des MEPS dans le corps des PCMG, la régularisation de tous les 5000 enseignants, la formation des chargés de cours. Je ne vais pas faire la liste exhaustive de toutes les revendications, mais nous allons nous battre pour ceux qui nous connaissent. Alors, Dame Mbodj, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez pas beaucoup de moyens et vous n'étiez pas à la table de négociation, mais vous étiez très présent dans la presse et sur les réseaux sociaux, ainsi que dans quelques engagements politiques, notamment aux côtés de l'opposition. Est-ce que c'est un facteur déterminant pour vous quand vous regardez les résultats? Non, moi je pense que mon engagement sur le plan quand même syndical a toujours embrassé d'autres questions parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut stigmatiser les syndicats d'enseignants pour les confiner à des revendications pécuniaires, à des revendications donc d'ordre professionnel, mais les syndicats n'ont jamais été à la touche sur vraiment le débat démocratique. Les syndicats, en tant que corps intermédiaire, ont toujours été au cœur du débat public. Et moi, c'est ce syndicalisme que j'ai toujours fait. J'étais à la place de l'Obélisque en 2011 pour dire non à la 3e candidature d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui également, j'ai des positions politiques sans être un politicien. Il faut que les gens fassent la dichotomie entre être un politicien et avoir des positions politiques. Un intellectuel, s'il n'a pas des positions politiques, quelle position il doit avoir? Donc nous, on ne peut pas nous stigmatiser pour dire qu'il a fait de la politique. Moi, je ne suis membre d'aucun parti politique. Je n'ai la carte de membre d'aucun parti politique. Mais quand dans mon pays, on se bat pour les libertés, pour la démocratie et l'état de droit, comme je l'ai toujours fait en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, je resterai sur ces positions. Et heureusement
que j'ai battu campagne sur ce thème de campagne. C'est partout où je suis allé. Les enseignants m'entendent. Je dis, si vous voulez voter pour quelqu'un qui ne s'occupe que des questions de l'école, ne votez pas pour moi. Merci. Si vous voulez maintenant vous occuper de l'école et de toutes les questions liées à au développement économique et social de notre pays, je suis partant et les gens ont voté pour moi. Plus de 7000 enseignants ont voté pour moi. Merci. Pour me dire que nous sommes en phase avec vous et je pense que nous allons dérouler. Merci beaucoup, Damboche. RFM, la radio de toute l'actualité. Autre élection, la présidentielle de 2024, avec l'ouverture prochaine de la révision exceptionnelle des listes électorales. À Sédhiou, d'habitude, il y a un faible taux d'inscription des jeunes sur ces listes électorales. Lors des dernières élections locales, par exemple, et législatives, 9,3% des jeunes seulement s'étaient inscrits sur ces listes. C'est pourquoi le CASADES, comité d'appui et de soutien au développement économique et social de Sédhiou, s'engage à relever le défi en incitant les jeunes à aller s'inscrire massivement. Pour ce faire, ils ont organisé un atelier de 2 jours afin de peaufiner des stratégies. Bassa Diawara, directeur exécutif du CASADES, au micro de Bakary Conté. Nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Vous voyez que le dernier audit du fichier 2021 a montré, en tout cas, nous a amené à avoir un paradoxe. Le paradoxe parce que seuls 9,3% des jeunes sont inscrits. Et si nous voyons les sorties, n'est-ce pas, des différents candidats, l'engagement et l'engouement, n'est-ce pas, qu'on ressent au niveau des jeunes, et ne se reflète pas au niveau, n'est-ce pas, du fichier. Et puisque CASADES est une organisation qui est très préoccupée par la citoyenneté, la participation des femmes, des jeunes à la gestion des affaires publiques locales, le vote étant un devoir citoyen, nous avons pensé que d'organiser un atelier dans les départements de Kolda, Vélingara, Ziguinchor et Sédhiou, avec les influenceurs, pour voir un peu quelles sont les stratégies que nous devons en tout cas adopter pour en tout cas une inscription massive des jeunes au niveau des listes électorales. Parce que je pense qu'une inscription massive des jeunes, il y va dans le renforcement de la démocratie, renforcement, n'est-ce pas, de la citoyenneté. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile d'organiser cette rencontre. Et elle a été possible grâce à notre partenaire, la Fondation Konrad Adenauer. À Mbaké, les responsables du mouvement And Defar Mbaké invitent leur maire, par ailleurs ministre de la fonction publique, à arrêter d'utiliser ce ministère pour caser de la clientèle politique, une situation qui, selon eux, déteint sur l'administration sénégalaise. Nous allons retrouver Pape Mbaye Diaw à Mbaké pour nous parler de ce sujet. Je le répète, les responsables du mouvement And Defar Mbaké qui donc invitent leur maire à arrêter de recruter de la clientèle politique au niveau du ministère. Nous allons l'entendre à l'instant. Le mouvement Disso And Defar Mbaké s'insurge contre les autorités qui utilisent le ministère de la fonction publique dirigé par le maire de Mbaké pour caser une clientèle politique. Selon Dr Mamadou Mbodj, président du mouvement, cette situation gangrène l'administration sénégalaise et entraîne une masse salariale insoutenable pour l'État. Ce qu'on remarque à Mbaké, toutes les personnes qui font la politique la font pour obtenir un poste de ministre DG. Et après, si on augmente les employés de la fonction publique, on va augmenter la masse salariale, ce qui est synonyme d'augmentation des taxes, de douanes, augmentation des denrées. En lieu et place, les autorités doivent s'investir dans l'auto-emploi et la formation des jeunes en entrepreneuriat. Selon toujours le Dr Mamadou Mbodj, président du mouvement Disso And Defar Mbaké. Ce qu'on devait faire au Sénégal, dont la population, 50% de la population a moins de 25 ans, c'est de favoriser la micro-entreprise, de créer un climat social et économique favorable pour permettre aux personnes d'entreprendre. Mais si on regarde la majorité des investissements, les gens investissent sur les terrains, sur l'immobilier, alors que ça ne crée pas vraiment de l'emploi. Donc l'État devrait créer un climat favorable, accompagner les jeunes à la création d'entreprises. Le mouvement Disso And Defar Mbaké demande au président Macky Sall de renoncer à une 3e candidature en 2024. Selon ses membres, c'est la seule solution pour que l'élection présidentielle se passe dans la paix. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw.
Il est 12h15 à Ziguinchor. Cabrousse 2, qui acte la signature des accords de paix entre la faction MFDC des Jakaï et l'État du Sénégal, est accueilli avec un grand enthousiasme par le public. La population, la faction qui a souscrit au dépôt des armes a même adhéré au choix de l'opérateur qui va se charger de la collecte et de la destruction des armes récupérées auprès des combattants. Mais ce que l'accord ne précise pas, c'est comment et quand vont s'opérer le désarmement et les autres étapes qui s'en suivent, c'est-à-dire la démobilisation, la réinsertion et la réintégration. L'expertise de l'opérateur est-elle suffisante pour dérouler ce genre d'expérience? Autant de questions soulevées par l'accord. Lamine Ba. Ce sera sans nul doute l'un des acquis les plus remarqués dans l'œuvre de construction de la paix en Casamance depuis le déclenchement du conflit. En signant l'accord de dépôt des armes avec l'État par le biais du comité ad hoc, la faction de Jakaï pose un acte historique dans le processus de paix en Casamance. Des accords dans le dossier casamancé, il y en a eu au cours de l'histoire du conflit, mais travailler à atteindre l'étape du choix de la structure qui va se charger des opérations de collecte des armes et de leur destruction est une nouveauté qui relève le degré d'engagement de la faction de Jakaï à en finir définitivement avec le conflit. L'accord a pris le soin de verrouiller sa réputation par la mention des signatures du Centre Henri Durand pour le dialogue humanitaire et le collectif des organisations sous-régionales de la société civile pour la paix en Casamance. L'exploitation du contenu de l'accord laisse cependant des zones d'ombre sur certains aspects techniques qui l'auraient immunisé de toute critique subjective venant du camp des sceptiques. Le communiqué fait certes mention du rôle dévolu à l'opérateur Malao en rapport avec l'IRAPA et le comité ad hoc d'examiner tous les aspects techniques de l'opération de dépôt des armes sur le terrain. On dira que la directive est assez englobante, mais le détail sur l'étape cruciale du désarmement n'est pas évoqué. Est-il suffisamment complexe pour le passer sous silence? C'est une interrogation sans réponse. Des experts dans le domaine sont d'avis que c'est une problématique qui mérite pourtant d'être posée, car la phase de dépôt des armes est l'intermédiaire entre le préalable du désarmement et la démobilisation qui vient bien après. Ces étapes antérieures n'ayant pas fait l'objet de mention sur le communiqué, il est évident que la réinsertion et la réintégration ne peuvent être à l'ordre du jour. Sans prétention aucune de vouloir faire remarquer qu'elles ne font pas l'objet de prise en compte implicite par l'accord, mais juste relever que les signataires auraient gagné à les intégrer pour rassurer les positions critiques. La deuxième interrogation réside sur le profil de l'opérateur en charge de la collecte des armes et de la destruction. Son action dans la lutte contre la circulation des armes légères en Afrique est connue, mais l'on ignore encore tout sur sa capacité à respecter les cahiers de charge d'un exercice si complexe de dépôt des armes dans un conflit quarantenaire. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Lutte contre la rougeole dans la ville sainte de Touba. Les organisations communautaires de base engagent le combat pour bouter hors du district la maladie très contagieuse après la détection de plus de 100 cas. Le président des acteurs communautaires invite la population à collaborer pour une meilleure prise en charge des enfants. Il s'appelle Manel Fall. Il s'est confié à Papa Balagui. Constatant une centaine de cas de rougeole au niveau de Touba, le réseau des acteurs communautaires de Touba, qui regroupe plus de 45 organisations communautaires de base, ont jugé nécessaire, sur fonds propres, une caravane de sensibilisation pour sensibiliser les populations de Touba sur l'apparition de cette maladie au niveau de la ville sainte de Touba. Alors nous avons prévu de sillonner les artères de Touba pour véritablement expliquer aux populations la gravité de la maladie, mais surtout leur permettre de se prévenir, de prévenir leurs enfants pour que cette maladie ne puisse pas se propager au niveau des enfants. Et quelles sont les cibles? Les cibles, c'est les enfants de 6 à 5 ans. Et vous êtes sans savoir que la maladie de rougeole est une maladie, c'est l'une des maladies les plus contagieuses au monde. Donc, c'est de notre devoir, avec l'appui véritablement du district sanitaire de Touba, de sensibiliser, de sillonner les artères de Touba pour pouvoir sensibiliser les populations, pour prendre en charge leurs enfants de 6 à 5 ans. Un mot sur la pénurie de sucre sur le marché. Vous avez entendu lors de nos précédentes éditions les explications de la direction du commerce qui évoque le refus de certains commerçants de s'approvisionner auprès de la caisse de la compagnie sucrière sénégalaise. L'UNACOIS ESL dit comprendre ces commerçants car ils vendent sans bénéfice. Pour le responsable de l'UNACOIS, un de ses responsables en tout cas, ils doivent aussi penser aux consommateurs, surtout en cette veille de Ramadan. L'État est appelé à la rescousse. Aladien est un des responsables de l'UNACOIS. Il est avec Salimata Aou. C'est un constat vrai, puisque en période de pré-Ramadan,
le marché devrait être bien approvisionné dans toutes les spéculations, toutes les denrées de consommation, notamment le sucre. Alors, le problème qui se pose, c'est que la compagnie sucrière qui est censée alimenter tout le marché national n'a pas une capacité de production adéquate. L'autre constat, c'est que les commerçants ne veulent pas investir dans un secteur où ils ne gagnent pas beaucoup. Et la marge bénéficiaire pour le sucre s'élève à environ 5 ou 10 francs par kilo. Vous voyez ce que ça fait. Alors, les commerçants préfèrent mettre leur argent dans d'autres denrées plus rentables, même si le sucre est indispensable pendant le ramadan. Mais on ne peut pas reprocher aussi aux commerçants d'avoir un choix par rapport à leur investissement, par rapport à ce que veulent leur clientèle. Donc, personne ne peut leur imposer. Et s'ils trouvent qu'ils doivent y gagner une marge bénéficiaire, disons, consistante, rien n'empêche qu'ils achètent et suivent ça de près. Sinon, ils ont le droit d'investir ailleurs. Et c'est ça le problème. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Au Mali, l'armée annonce la destruction d'une dizaine de sanctuaires terroristes. C'est lors d'opérations sécuritaires menées ces derniers jours dans différentes zones du pays. Plusieurs terroristes tués et une cinquantaine de suspects interpellés. Zanga Abdoulaye Ouattara. Selon le communiqué du chef d'état-major des armées, depuis le 24 février 2023, les forces armées maliennes ont mené plusieurs offensives dans le sud et le centre du Mali. Au cours de ces missions, les FAMA ont effectué 10 opérations aéroportées dans le secteur de Douenza, 18 missions de reconnaissance offensive dans les secteurs de Nyono, Badiangara, Ansongo, Tenenkou et Djéné. 8 frappes avec des drones et une surveillance aérienne dans les zones suspectes. Dans le communiqué, l'armée malienne affirme avoir neutralisé 19 terroristes, 59 suspects interpellés, 10 bases terroristes détruites, 11 engins explosifs improvisés neutralisés, 5 pick-up et 11 motos détruites, 22 AK-47 récupérés. Le chef d'état-major souligne que les opérations effectuées ont permis de récupérer des vivres comme zakat au profit des terroristes. Par ailleurs, le chef d'état-major indique que ces actions se poursuivront avec l'exploitation des renseignements sur les zones de regroupement des terroristes. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Madagascar, plusieurs morts dans le naufrage d'un bateau. Au moins 22 morts, des migrants. Leur embarcation a chaviré alors qu'ils tentaient de se rendre sur l'île française de Mayotte. 23 personnes ont été retrouvées vivantes. 2 sont portées disparues. Le bateau qui transportait 47 personnes a chaviré samedi au large d'Anca-Zomborona dans le nord du pays. En Italie, 30 personnes sont portées disparues et 17 secourues en Méditerranée centrale après le naufrage d'un bateau. Selon les gardes-côtes italiens, elles tentaient de rejoindre l'Europe depuis la Libye. À la Faune, une organisation caritative qui capte les appels des navires des migrants en détresse, a supposé que 30 personnes étaient mortes. L'organisation a reproché à l'Italie de ne pas avoir envoyé ses gardes-côtes alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises samedi. En Tunisie, le Parlement reprend du service. Réouverture ce lundi, 2 ans après sa fermeture et sa dissolution en mars 2022 par le président Kais Saied. La session inaugurale du nouveau Parlement tunisien doit se dérouler ce lundi 13 mars. Un peu d'informations ont filtré sur la tenue de cette première séance d'une assemblée au pouvoir très restreint qui doit élire son président et établir son règlement intérieur. Le Parlement ne sera pas comme celui d'avant, a déclaré le président tunisien Kais Saied lors d'une visite dans les locaux d'un journal. Ces députés doivent comprendre qu'ils travailleront sous le contrôle du peuple tunisien, a-t-il ajouté. Kais Saied, depuis son coup de force du 25 juillet 2021, Kais Saied n'a cessé de répéter vouloir rompre avec le système semi-parlementaire qui avait prévalu après la résolution et les partis politiques. Lors de sa visite samedi, il a même fustigé l'idée que les futurs députés forment des blocs parlementaires. C'est donc avec une très faible marge de manœuvre que le nouveau Parlement va tenir sa première séance ce lundi. 154 députés doivent siéger pour la première fois. Difficile également de connaître les nouvelles dynamiques de l'architecture parlementaire. Les tendances politiques des nouveaux députés étant encore assez floues, certains sont issus de partis de gauche proches de Kais Saied, d'autres sont de simples mouvements au soutien du président. Selon une enquête du journal tunisien en ligne Al-Katiba, près de la moitié des nouveaux élus restent issus de partis politiques, tandis que l'autre moitié n'a pas encore déclaré ouvertement sa tendance. Et Souleymane, c'est la fin de cette page internationale. Merci Georges Déthié Diop à 12h25. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À point de vue aujourd'hui, nous parlons football au lendemain du sacre des U20 et après les victoires des équipes nationales de football ces derniers mois. Comment se maintenir au sommet du football africain? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos deux intervenants du jour. Badara Sarr, coach de la Jeanne d'Arc de Dakar et secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Et Wahani Johnson Sambou, journaliste sportif. RFM Sport. L'actualité sportive, justement, avec vous, Malal Junior Gagne. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Football pour commencer, les vainqueurs de la Coupe d'Afrique attendus à Dakar à 14h. Les U20, dans un vol spécial affrété par le président de la République, seront accueillis à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar par les autorités gouvernementales, mais également par les supporters. Ils seront par la suite reçus par le président de la République au palais de la République, puisqu'ils ont gagné et que c'est la tradition que toutes les équipes qui remportent des trophées soient accueillies et reçues par le président de la République. Comment le Sénégal a fait pour arriver à ce niveau et par quel chemin passer pour renouveler ses performances des équipes nationales dans les petites catégories? Les différents formateurs des académies et autres centres de formation se sont prononcés sur la question. Sodocham nous résume tout cela. Un trophée historique pour la catégorie junior après 3 finales perdues. Le fruit d'un travail d'une longue haleine selon le préparateur physique de Djambar, Hassan Faye. C'est d'abord la formation. La formation, la volonté des dirigeants du football et un gros investissement des encadreurs qui font un travail colossal pour, malgré les maigres moyens qu'ils ont, à former des jeunes aussi performants. Formateur et entraîneur de l'équipe cadette de Génération Foot, Baladiba magnifie ce sacre. Pour lui, cela récompense le travail fait à la base. C'est le travail paye. Le Sénégal a beaucoup travaillé pendant des années à la base, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les centres de formation. On a trouvé des gens qui sont là, qui travaillent nuit et jour. Donc remercier la fédération par les 2 centres qu'ils ont construits aussi. La plupart des jeunes qui forment cette sélection U20 viennent des académies de football, d'où la nécessité d'augmenter les centres de formation selon ces techniciens. Continuer à travailler sur la petite catégorie, que ce soit dans les centres de formation, miser beaucoup sur les jeunes, travailler depuis la base. On doit progresser en termes d'infrastructure et d'installation pour atteindre les installations de haut niveau. On a aujourd'hui le stade Abdoulaye Wade, c'est bien, mais aussi les centres de développement comme Djambar, comme GF. Si on peut avoir d'autres centres comme ça peut aider à mettre le maximum de jeunes dans des cadres de haut niveau. Pour cette année 2023, après le CHAN et la CAN U20, la sélection U17 sera bientôt en lice pour espérer suivre les pas des autres sélections déjà victorieuses. Malal, le Sénégal aura une académie fédérale des petites catégories. Une annonce du directeur technique national, Mayacine Mar, qui était à Diourbel pour assister donc à la clôture du séminaire de détection des U15 organisé par la FIFA. Selon le DTN, cela va permettre donc de mieux encadrer et de mieux gérer la petite catégorie. Mayacine Mar avec Ali Matoussar. Aujourd'hui, on est dans une position très favorable qui nous a permis, après 10 ans de travail, d'arriver aussi à ces résultats. Mais il ne faut pas effectivement rester sur ces résultats. Il faut travailler et mettre en place des conditions qui puissent permettre que cela perdure et dure encore pendant plusieurs années. Alors, quand nous venions ici à Diourbel, c'est parce qu'en marge de cette phase nationale, nous avions un séminaire sur la détection des talents et le développement des talents. Ça veut dire simplement que la FIFA a fait un diagnostic depuis 2018 ici au Sénégal pour voir en fait quels sont les problèmes du football sénégalais et diagnostiquer en fond effectivement les problèmes qui se pose au football sénégalais. Et naturellement, sur ces problèmes-là, il y a l'aspect détection de talent et développement. Et c'est pourquoi Anthony Bafoué est venu ici et nous avons fait un séminaire pour leur expliquer les raisons, mais également aussi pour leur montrer que c'est une voie par laquelle forcément il faut qu'on passe pour effectivement détecter les talents et donner la chance à tous ces jeunes d'être repérés et donner la chance également de devenir un plan de carrière. Alors, nous, au sortir de ça, nous allons dans les mois à venir convoquer des 40 meilleurs jeunes qu'on a détectés ici pour mettre en place l'académie fédérale. Et cette académie, effectivement, va travailler autour
de bons internationaux, dont El Hadji Diouf, les Fadiga, les Alassane Ndour, ceux-là qui ont effectivement de bons footballeurs et leur image doit verser sur ces jeunes-là. On termine avec le football en Italie, avec aujourd'hui la 26e journée, l'AC Milan qui reçoit salaire mi-temps de Boulaïdia en Espagne. Gérone va jouer contre l'Atlético Madrid. Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. Il est 12h30. Venons-en au dossier du jour. La communauté mouride de France a acquis le 8 mars dernier des photographies de Cheikh Ahmadou Bamba d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Elles ont été mises aux enchères à Lyon. Scientifiques et intellectuels estiment que ces objets rares sont précieux pour notre histoire. Anna Rocha. C'est un trésor inestimable qui revient au Sénégal, particulièrement à la communauté mouride. Des images rares qui témoignent d'un événement historique, la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918. Il faut s'en réjouir selon l'astronome Maram Kairé qui suit cette affaire depuis ses débuts il y a 3 ans. Et aujourd'hui que ces photos arrivent précisément 105 ans après l'événement, nous mettre une image à ce qui s'est passé étape par étape quasiment est une valeur inestimable dans l'histoire non seulement de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, dans la vie du mouridisme, mais également dans la vie du Sénégal, de l'histoire du Sénégal tout simplement. Nous avons aujourd'hui une preuve qu'il est possible non seulement de documenter notre histoire grâce à la tradition orale, mais également de documenter grâce à l'image, grâce à d'autres types de procédés, et que certainement il existe d'autres sources que nous ne connaissons pas pour le moment. Aujourd'hui, la question de l'authenticité de ces 6 photos acquises par un collectif de disciples mourides basés en France ne se pose plus. Et cette acquisition devrait encourager à rechercher d'autres objets de valeur historique encore conservés à l'étranger, soutient Maram Kairé. À mon avis, le premier acte avec l'acquisition de ces images serait certainement de les remettre au Khalife général des Mourides. Au-delà de ça, je pense qu'il faut effectivement ouvrir à toute la communauté internationale parce que aujourd'hui, l'exemple de Serigne Touba est cité non seulement dans notre pays, mais est cité partout à travers le monde. La suite reste encore à être déterminée. Le souhait du collectif est de les remettre aux autorités mourides. Des intellectuels avec qui nous avons échangé sur le sujet recommandent, eux, que les photographies entrent dans le patrimoine national, notamment les archives nationales. La presse de ce lundi 13 mars 2023, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Manifestation de l'opposition les 14 et 15 vers une semaine de tension au Sénégal. Depuis qu'un nouvel appel à manifester a été lancé par la principale coalition de l'opposition sénégalaise, la tension est de retour. Le climat politique délétère et le régime en place se préparent pour ne pas se faire déborder à l'approche du procès Mame Niang Ousmane Sonko prévu le 16 mars prochain. L'APR prépare sa contre-offensive, signale Le Quotidien, lequel confrère constate que le parti du président Macky Sall appelle ses militants à se mobiliser. Objectif vaincre l'axe du mal devenu une nécessité historique. C'est que pour Rewmi Quotidien, l'APR craint une insurrection planifiée par le fanatisme, le sectarisme, la terreur, l'insulte, les menaces et la violence comme mode de défense. Il cherche à disloquer notre tissu social et notre nation, souiller notre république et ses institutions et balafrer notre démocratie et ses valeurs. Détail, un communiqué reçu au journal L'Info. L'APR mobilise ses troupes pour faire face aux tentatives de troubles à l'ordre public, constate le journal LAS. Face à cette situation pour le moins tendue, la gauche reprend son bâton de pèlerin pour tenter de remettre du lien entre les belligérants, signale le journal Vox Populi. Nous voyons une opposition émeutière et un pouvoir qui est debout pour aller affronter la partie adverse. La gauche doit donc se mobiliser pour mettre en place une task force, une force tampon, dit-on. Quoi qu'il en soit, l'opposition continue d'affûter ses armes pour faire face au régime en place. Et le journal Source A informe ce matin que Yewwi Askan Wi n'a aucune intention de se délester ou de se priver des forces de Mimi Touré. Yewwi envoie du coup promener le Parti démocratique sénégalais. Mimi Touré peut bel et bien donc faire partie de la nouvelle coalition de l'opposition qui se met en place. Le projet d'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall, cas pratique du professeur Ismaël Madior Fall dans Bës Bi Le Jour. Il soutient qu'il a fait son travail. Il appartient désormais au président de prendre langue avec ceux qui sont intéressés ou d'envoyer le projet à l'Assemblée nationale. Mais
le soutient, en même temps qu'il faut qu'il y ait aussi une manifestation d'intérêt de la part de Karim et de Khalifa Sall. Au sujet de Karim, Doudou Wade affirme, Doudou Wade du PDS, que ce n'est pas la peine parce que le PDS n'a pas envie d'une amnistie, mais seulement d'une révision du procès. Le professeur Ismaël Madior Fall, à la une du journal Sud Quotidien, il s'épanche sur les grandes actualités de l'heure. Ismaël Madior ouvre les grands dossiers judiciaires sur la limitation des mandats. Il affirme que c'est d'abord une question idéologique. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il ne faut pas croire qu'une seule opinion compte. Il y a des grandes démocraties où on ne limite pas des mandats. Au sujet de l'inculpation et de la mise sous contrôle judiciaire d'Adjibou Soumaré, il affirme qu'il est tout à fait à l'aise, Ismaël, de dire quand quelqu'un se réveille et pose des questions en faisant des insinuations pour tenter de décrédibiliser le président de la République, eh bien, il fait face aux tribunaux. Il n'y a aucun problème à ce sujet. À la une du journal Observateur, entretien avec le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, qui explose les mines. Il affirme que le Sénégal a tiré grand bénéfice des tonnes d'or extraites dans la partie orientale du Sénégal. Entre 2021 et 2022, plus de 5,4 millions de mètres cubes de sable ont été prélevés sur le territoire et le Sénégal a gagné des milliards. Et puis sport pour boucler, à la une du journal L'Observateur toujours, CAN 2022, CHAN 2023, CAN U20 entre autres, Sénégal roi du foot d'Afrique. Le Sénégal au sommet des pyramides et de l'Afrique, bicheron le journaliste de Quotidien. Les Lionceaux ont presque tout raflé au Caire. 4 Lionceaux dans l'équipe type 4, 4e étoile continentale en 13 mois. Malik Daf, l'entraîneur des Lionceaux, désigné meilleur entraîneur. Le héros de retour au Bercail aujourd'hui même à 14h. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue à Point de vue. Nous allons parler du football sénégalais avec M. Badara Sarr, coach de la Jeanne d'Arc de Dakar et secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. M. Sarr, bonjour. Bonjour, M. Nia. Nous sommes également avec notre confrère Wahani Johnson Sambou, journaliste sportif. Bonjour Wahani. Bonjour Suleiman. Alors, Badara Sarr, le football sénégalais a fini de se hisser à l'une des places de choix du football continental avec le sacre des U20 au Caire. Qui s'ajoute aux différentes victoires des équipes nationales. Le plus dur semble être fait. Pourtant, il faut se maintenir au plus haut niveau. Comment le faire, d'après vous? Oui, effectivement, je pense que vous avez bien campé le débat parce que le Sénégal est au sommet actuellement du football africain parce qu'à part les équipes U20, l'équipe nationale locale, l'équipe nationale A, il y a aussi l'équipe des malentendants qui a gagné la Coupe d'Afrique, il y a le beach aussi. Maintenant, le problème, comme l'adage le dit, c'est plus difficile de se maintenir au sommet que d'y parvenir. D'autant plus qu'il y a une forte concurrence des pays qui veulent nous ravir cette place voilà, et qui nous regardent avec des yeux très envieux. Hein. Oui, c'est sûr, c'est l'Afrique. Donc c'est ça aussi qui fait le charme aussi du sport, du football en particulier. Donc il y a beaucoup de pays, moi je lis souvent au niveau international des pays qui se disent que vraiment il faut copier l'exemple du Sénégal. Donc ça aussi c'est une fierté pour nous. Parce que là, pour se maintenir, comme je le disais tantôt, il faut continuer sur ce que l'on est en train de faire, mais aussi l'améliorer. Parce que là, ce qui nous a valu ces résultats-là, c'est une très bonne organisation d'abord, autour du ministère des Sports, de la présidence de la République, de la Fédération sénégalaise de football, du directeur de la direction technique. Donc vraiment une politique bien ficelée, donc qui nous a permis de nous maintenir, les équipes ont travaillé dans la continuité, mais surtout les deux centres, que ce soit Guéréo et Toubab Dialaw, donc ce sont des centres qui permettent à toutes les sélections de pouvoir s'entraîner dans la durée. Donc là, on peut parler aussi d'organisation, mais aussi il y a la formation des formateurs qui est là, mais qu'il faut encore améliorer parce que il faut se dire que ce sont les formateurs qui forment les jeunes footballeurs ici. Et une organisation comme la CONEF, c'est-à-dire la Confédération nationale des écoles de football aussi, c'est à saluer. Je pense que c'est une organisation qui fait un travail remarquable à la base, parce que depuis les
pupilles, les minimes, les benjamins. Donc cette organisation-là permet effectivement à ces 6 ans, 10 ans de pouvoir détecter les meilleurs pour les placer maintenant dans les centres. Ensuite, vraiment, on voit que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui sont en train de naître comme des champignons, surtout à Dakar. Quand on regarde de très près, il y a les parcelles Zasseni, il y a Yoff, il y a Cambérène qui va être bientôt, il y a Ngor, il y a Yarach, il y a les Pattes d'Oie. Donc, sur l'ensemble du territoire national, effectivement. Si vous permettez, je voulais juste introduire Wahani, je vous redonne la parole tout à l'heure, Wahani Johnson Sambou. Badara Sarr a commencé à faire des propositions, mais qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, mais surtout, quelles sont les lacunes, puisque nul n'est parfait, qu'il faut régler rapidement pour continuer à performer à ce haut niveau-là? Alors, Souleymane, permettez-moi tout d'abord de féliciter les équipes nationales. C'est un travail remarquable qu'elles sont en train de réaliser avec toutes ces victoires. Nous, on ne fait que savourer en espérant rester tout là-haut au sommet. Mais pour un peu appuyer ce que Badara Sarr a dit, c'est-à-dire il y a déjà les bases qui sont là et quand les victoires viennent, il y a beaucoup plus de confiance. Mais il nous faudra surtout améliorer. Pour moi, il reste beaucoup au niveau de l'organisation. Côté fédéral, c'est vrai que les choses, à chaque fois, quand il y a les victoires, on oublie quelques lacunes qu'il y a, mais je pense qu'il faut aller vers les infrastructures. C'est la première base de la réussite dans un football. Il y a 3 semaines de cela, moi j'étais au Maroc, j'ai pu visiter toutes les grandes villes avec toutes les infrastructures sportives. Lorsque vous voyez les dépenses qui sont faites, même au niveau de l'académie Mohamed, rien que ça, parce que presque toutes les équipes nationales africaines qui séjournent au Maroc s'entraînent à l'académie Mohamed. Ça, c'est un exemple. J'ai même eu à parler avec le président de la Fédération sénégalaise de football, qui le reconnaît, que parfois, quand on voit un peu notre réussite au sommet du football africain, on dira que ça relève un peu, disons, du miracle. Parce que les autres pays sont en train de faire des financements colossaux au niveau du sport. Donc pour moi, il faudra d'abord qu'on commence par les infrastructures. Après, essayer un peu de mieux réorganiser le football local. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les centres de formation. On va saluer les centres de formation qui sont aujourd'hui les principaux pourvoyeurs de talents aux équipes nationales. Mais ils ont su inculquer aux clubs dits traditionnels, entre guillemets, qu'il faudra travailler, qu'il faut mieux s'organiser pour pouvoir avoir des jeunes talents qui vont émerger et qui nous permettront de nous maintenir là-haut. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est plus de gagner pour le Sénégal. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est parfois plus difficile de gagner, il est plus difficile de se maintenir au sommet que de gagner. Maintenant, les exigences deviennent encore beaucoup plus hautes. Il nous faut une meilleure organisation, que ce soit au niveau fédéral et puis au niveau des clubs, et que l'État puisse aussi accompagner le football local ainsi que les privés. N'est-ce pas? Infrastructure et football local, Badara Sarr, sont des pistes pour vous? Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que peut-être si on se compare aux pays du Maghreb, peut-être on est en retard, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont des efforts qui sont faits en termes de création, nouvelle création et de réhabilitation des stades notamment. Parce que là, même maintenant avec les petites catégories, les U17, je pense qu'il y a des championnats réguliers qui sont organisés. Donc ça permet à tous nos jeunes de pouvoir jouer sur des surfaces, de très bonnes surfaces. Donc rapidement, ils vont s'améliorer. Donc je parlais tantôt aussi de la formation des formateurs, parce qu'au niveau des ressources humaines aussi, le Sénégal, peut-être dans ce domaine-là, peut-être les éducateurs qui sont dans les écoles de football, je parlais tout de suite de la CONEF, donc ce sont des éducateurs qui ont besoin de formation. Si vous allez dans des pays comme au Maghreb, peut-être il y a tellement d'entraîneurs qui ont au niveau de la licence A et B, alors qu'au Sénégal, peut-être là, on est en reste dans ces différentes licences, que ce soit la licence B ou la licence A. Donc, dans ce domaine-là, on a des progrès à faire pour pouvoir nous maintenir. Parce que moi, je dis que sur le plan des ressources, vraiment des ressources humaines, que ce soit au niveau des footballeurs, au niveau des entraîneurs, quand même, on n'a pas à rougir, mais il va falloir améliorer tout cela pour pouvoir demeurer. Les infrastructures, effectivement, on en parle.
mettre encore, parce que Johnson a parlé de l'Académie Mohamed VI. Moi, je pense qu'au niveau de la fédération, à mon avis, je pense que depuis un certain temps, on parle d'une académie fédérale. Je pense que même on est dans ça. Mais si on parvient à mettre tout ça en place, je pense que, à mon avis, le Sénégal pourra continuer à avoir des victoires parce que malgré le déficit qu'on a au niveau des infrastructures, au niveau peut-être des moyens, parce que les moyens financiers, parce que c'est pas pareil entre notre championnat et les autres championnats, malgré toutes ces difficultés-là, on parvient à mettre sur pied une équipe nationale A, parce que dans cette équipe nationale A, là, il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés ici. Une équipe nationale locale, qui est vraiment locale comme son nom l'indique, donc tous les joueurs jouent dans notre championnat. L'équipe nationale qui vient de remporter la CAN U20, donc je pense qu'il n'y a que 4 expatriés sur, je pense, 23. Donc, et puis même ces expatriés-là, ils ont été formés ici, soit à Djambar, soit à Darussalam, j'en passe. Donc pour dire que vraiment la formation, elle est bonne. Maintenant, il va falloir mettre plus de moyens dans ce secteur-là de la formation des formateurs et des infrastructures pour pouvoir demeurer au sommet de l'Afrique. Merci Badara Sarr, coach de la Jeanne d'Arc de Dakar et secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Dernière question pour vous, Wahani Johnson Sambou. Se maintenir au sommet, c'est également s'assurer que les joueurs, quand ils arrivent au sommet de leur carrière, eux-mêmes s'y maintiennent. Est-ce que c'est une fatalité qu'ils aillent jouer dans les grands championnats ou quel dispositif mettre en place pour qu'ils puissent continuer à s'améliorer dans leur carrière au niveau national ou régional? Oui, en fait, Souleymane, maintenant, fort heureusement que les gens ont commencé à prendre la mesure de l'importance d'une carrière professionnelle pour un footballeur avec tout ce que cela demande comme exigence. Les joueurs sont de plus en plus mieux organisés. Il y a des, comment dirais-je encore... des agents qui les forment, qui les accompagnent dès le bas âge parce qu'ils savent que maintenant, il faudra y entrer très jeune. On a dépassé, entre guillemets, l'époque où on voyait dans les équipes nationales U20 des joueurs de 30 ans. Alors voilà, pour moi, il faudrait que les gens puissent mieux comprendre que le footballeur est devenu maintenant une entreprise. Ce n'est plus le jeune joueur à qui on payait quelques petits millions. Maintenant, les joueurs, c'est des milliards. Et il va falloir qu'ils fassent un peu le ménage autour de leur entourage, former les gens qui les accompagnent, que ce soit au niveau de la communication, côté marketing. Permettez-moi un peu, Souleymane, parce que j'avais omis un aspect qui est très important dans cette perspective de mieux développer le football sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, la fédération nous a donné un exemple comme quoi il faut une stabilité dans les instances pour pouvoir avoir de bons résultats et de la continuité dans les équipes nationales. Et ça, pour moi, c'est le plus gros succès qu'on a connu et qui nous vaut aujourd'hui tous ces trophées qu'on est en train de gagner. Merci, Wahani Johnson Sambou, journaliste sportif. Merci à tous les deux. On vous retrouvera dans la version Wolof de ce débat. À 12h49, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaye, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Yassine Pouy, à la production Alioune Ba. Toutes nos prières donc pour notre confrère, collègue, ami et parent Ndate Diop qui nous a quittés en 13 mars. Toutes nos pensées affectueuses à sa famille. Prochain rendez-vous à 13h, le journal en Wolof qui sera présenté par El Hadj Ndiogou Diène. La suite des programmes tout de suite.